Bonjour à tous, chers étudiants. Je vous retrouve pour un dernier cours de présentation que je vous avais promis de longue date. Alors, vous m'excuserez pour le délai que je me suis octroyé, mais j'avais besoin moi aussi de prendre des vacances. Donc, je vous avais promis une dernière séance qui serait à la fois de présentation, un peu plus en détail, du texte de Svetlana Alexievitch, dont je vous avais expliqué dans 2 cours précédents la démarche globale, et puis une petite mise au point sur les grandes problématiques qui vont vous occuper cette année autour de la notion de force de vivre, pour vous orienter un petit peu dans le travail des textes. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment on peut aborder thématiquement les textes à travers des grandes questions qui vont sans doute donner lieu à vos sujets de dissertation dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et ces sujets finalement recoupent toujours des problématiques majeures qu'on peut sérier. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est une espèce de listing des problématiques qu'on pourrait, ou des problèmes plutôt, qu'on pourrait rencontrer à l'occasion de ce thème, pour que vous puissiez avoir une lecture plus active des 3 textes de l'année. Alors je vais commencer par Alexievitch, puis ensuite j'enchaînerai sur l'approche plus thématique. Alors, Alexievitch, je vous avais montré quelle était sa démarche générale. Maintenant, on va se centrer un peu plus sur le texte, en particulier donc, de la supplication. Et pour l'aborder, j'ai eu envie de partir d'un texte qui se trouve à l'intérieur de la supplication, qui est le deuxième texte du prologue. Donc, je vous rappelle que dans le prologue, vous avez un premier témoignage, on en reparlera un petit peu, et puis il y a un interview de l'auteur par elle-même, où elle s'explique sur sa démarche et sur ce qui peut justifier qu'elle écrive un livre sur Tchernobyl. Pourquoi elle s'y est accolée à cette mission? Qu'est-ce qui justifie son projet? Et qu'est-ce qui aussi peut-être le met en péril ou éventuellement le rend discutable? Donc c'est quelqu'un qui a une approche, on va dire, très distancée de son propre travail. Elle n'est absolument pas sûre de son utilité. Elle s'interroge sur l'utilité de ce qu'elle fait. Et vous allez voir comment donc elle défend son projet. Cette interview de l'auteur par elle-même a un titre un peu particulier, c'est « Interview de l'auteur par elle-même sur l'histoire manquée ». Cette notion d'histoire manquée, on va y revenir, elle est importante. Ici donc, c'est Svetlana Alexievitch qui s'exprime, alors que le reste du temps, ce sont des personnages qu'elle a rencontrés au cours de ses voyages qui ont témoigné de leur expérience de Tchernobyl. Elle fait le bilan après 10 ans, puisque elle commence l'écriture en 96, on est 10 ans après la date fatidique de 86, c'est-à-dire la catastrophe de Tchernobyl. Et elle dit que des dizaines de livres ont été écrits sur ce sujet de Tchernobyl. Des milliers de mètres de bandes vidéo ont été tournés sur Tchernobyl. Et elle se demande vraiment ce qu'elle va pouvoir ajouter à tout ça. Elle pose la question, que peut-on ajouter? Et elle admet qu'il est naturel aussi que les gens qui ont vécu ça aient envie d'oublier, et qu'en surajoutant à cette littérature déjà existante un énième texte, eh bien on pourrait trouver qu'elle enfonce maladroitement le clou, qu'elle insiste sur une histoire qui finalement n'aide pas les hommes à vivre mieux leur passif de Tchernobyl, et qu'il faudrait mieux peut-être ces gens-là les laisser tranquilles, les laisser oublier en paix pour qu'ils puissent rebondir, on va dire, sur l'avenir, en se persuadant bien sûr que tout ça c'est du passé et qu'on peut passer à autre chose. Alors, elle va d'abord prendre ses distances par rapport à tout ce qui a été écrit sur Tchernobyl, puisqu'elle nous dit que ce livre ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl. Alors on pourrait considérer que c'est une pirouette rhétorique, mais pas du tout, parce que parler du monde de Tchernobyl, ça a une signification tout à fait particulière chez elle, donc je vais vous expliquer ce que c'est qu'un monde. Tchernobyl, d'après elle, a marqué une rupture très très importante dans l'histoire. Ça a été plus qu'une catastrophe, parce que ça a opposé 2 mondes qui sont sans commune mesure. Autrement dit, avant Tchernobyl, on vivait dans un certain monde, et après Tchernobyl, on vit dans un monde vraiment différent. Et ce qu'elle veut, c'est décrire ce monde différent dans lequel les hommes vivent après Tchernobyl. Donc, vous êtes d'accord que la différence, c'est que Tchernobyl, on l'abordait souvent par le biais de l'histoire ou d'une approche journalistique, par les faits, en analysant ce qu'il s'était passé, les causes, on va dire nucléaires, etc., de Tchernobyl, physique, et puis on abordait peu, ça c'est quelque chose que j'ai bien travaillé dans les cours précédents, sur l'aspect du vécu de Tchernobyl. Mais il y a vraiment cette séparation de 2 mondes. Jamais les hommes n'auraient pu imaginer une telle chose. Ils ne pouvaient ni imaginer les effets sur eux, pensez par exemple à tous ces textes sidérants sur l'infertilité, sur le fait d'engendrer des enfants qui sont malades, difformes, etc. Jamais ils n'avaient mesuré à quel point la nature elle-même pâtirait de Tchernobyl,
c'est une catastrophe aussi écologique, hein, pourrait-on dire aujourd'hui. Et donc, elle a vraiment l'impression que le monde d'avant, où la nature était ce qu'elle est, où les hommes étaient ce qu'ils étaient, n'existe plus. Voici ce qu'elle écrit. Il s'est produit un événement pour lequel nous n'avons ni système de représentation, ni analogie, ni expérience. Il y a vraiment cette dimension d'inédit, d'inouï dans cette expérience de Tchernobyl. C'est que dans tous les livres écrits précédemment sur, je sais pas, la guerre par exemple, ou la Shoah ou je ne sais quoi, il n'y a pas de quoi affronter l'expérience particulière qui est Tchernobyl. Pas de représentation, pas d'analogie, pas d'expérience qui puisse nous aider à nous confronter vraiment à la singularité de Tchernobyl. C'est absolument incomparable, c'est absolument inédit et inouï, cet événement est incommensurable. Et ce qu'elle essaie d'analyser, c'est ces hommes qui ont été les premiers à, dit-elle, voir ce que nous soupçonnons seulement. C'est-à-dire que nous, on est dans notre confort, on va dire occidental, très, très éloigné de la Biélorussie. On n'a aucune idée de ce que ces gens vivent au quotidien depuis cet épisode de Tchernobyl, qui a eu des répercussions sur les enfants, les petits-enfants, et modifications génétiques, destruction de la glande thyroïde qui régule quand même le corps, et dévastation sur le long terme d'une zone qui est encore sinistrée. On ne peut pas se représenter ça. Tchernobyl, dit-elle, a tout empoisonné. Et c'est pas seulement l'eau et l'air ou la terre qui a été empoisonnée, c'est, dit-elle, le temps des hommes qui a été empoisonné. Tout leur temps, dit-elle, a été empoisonné. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui vivent vraiment une catastrophe qui a des répercussions sur le temps long et pas simplement sur le temps bref, et qui a d'ailleurs modifié leur propre rapport à la temporalité. Ça, c'est des choses que vous pourrez analyser très en détail. Alors, pourquoi elle écrit ? Alors, elle écrit parce qu'elle écrit différemment donc des textes qui ont été écrits préalablement. Mais elle écrit également comme une espèce de réponse à des attentes des interlocuteurs qui lui ont dit que ce qu'ils avaient vécu, c'était dans aucun livre. Alors ça, c'est des choses qu'on retrouve notamment dans la troisième partie de l'ouvrage. Elle est confrontée à des gens qui disent « Moi, j'ai beaucoup lu de choses, mais j'ai jamais lu ce que j'aurais aimé qu'on dise dans un livre. » Donc, elle comprend qu'il faut l'écrire, ce livre. Elle a besoin de répondre à une attente, à une demande de la part d'interlocuteurs qui, lui, ont toujours tenu des propos assez similaires. Je ne peux pas trouver de mots pour dire ce que j'ai vu et vécu, donc vous avez cette idée qu'on a vécu quelque chose mais qu'on n'arrive pas à mettre de mots là-dessus, peut-être parce qu'on n'a pas un talent littéraire, ou parce qu'on n'ose pas, ou parce qu'on est maladroit avec les mots. Donc il y a d'abord une incapacité à écrire le livre, donc ça c'est vrai qu'on peut considérer qu'un individu n'a pas forcément le talent pour mettre en mots une expérience. Mais ceux qui se sont frottés à des livres et ont essayé de trouver du sens n'ont jamais rien lu dans ces livres de ceux qu'ils avaient effectivement vécu. Donc il y a un décalage entre la réalité qu'ils ont vécue et les livres existants. C'est pour ça qu'elle parle d'histoire manquée, c'est-à-dire qu'on a raconté une histoire, mais cette histoire n'est pas celle que les hommes de Tchernobyl ont vécue. Alors pourquoi appeler ça une histoire et pas de la littérature par exemple? Pourquoi c'est une histoire qui a été manquée? Alors, Svetlana Alexievitch s'en explique à travers un énoncé que je trouve très beau. Elle dit qu'un événement raconté par une seule personne et son destin, donc un événement raconté par une seule personne et son destin, mais lorsqu'il est raconté par plusieurs, il devient l'histoire. Et là, bien évidemment que la dimension de chorale, de chœur, au sens de chœur chanté, dont je vous ai parlé dans les cours précédents, indique bien que c'est un destin commun qui se joue, et le destin commun, c'est ce qu'on appelle l'histoire, histoire avec un H majuscule, elle met ça, un H majuscule, parce qu'elle a l'impression vraiment de quelque chose qui unifie les destinées singulières. Alors, de quoi faut-il faire l'histoire? Elle dit, c'est étonnant de vouloir faire cette histoire-là, parce qu'au fond, de Tchernobyl, on a l'impression de tout connaître. De tout connaître parce qu'il y a énormément de choses qui ont été publiées sur Tchernobyl. Mais la réalité, c'est qu'elle va parler de ce dont nous ne connaissons presque rien, dit-elle, reconstituer les sentiments et non les événements. Vous êtes bien dans cette démarche qui est la sienne, d'aller du côté de la subjectivité et non de l'événementiel pur. Elle dit écrire une nouvelle histoire des sens. Alors sens, c'est pas au sens des 5 sens, quoique ça les englobe éventuellement, mais c'est vraiment cette idée que je vais travailler sur un ressenti, je vais travailler sur des sentiments, je vais travailler sur ce que les gens ont vécu dans leur chair. Donc voilà ce qui n'a pas été narré, voilà l'histoire qui a été manquée et qui constitue véritablement le vécu même des gens de Tchernobyl. Alors,
elle se pose quand même la question de savoir pourquoi elle fait ça, parce qu'elle est face à des gens qui lui disent « nous, on voudrait oublier ». Et en ravivant en quelque sorte le souvenir, parce que forcément lorsqu'elle les interviewe, elle parle avec eux et elle ravive des choses qu'ils voulaient enfouir eux-mêmes et qui sont très douloureuses, elle sait qu'elle va raviver des plaies, elle sait qu'elle va peut-être permettre à des individus de passer outre leurs non-dits, de passer outre des tabous ou des dénis. Elle va peut-être même aller à l'encontre d'un certain révisionnisme historique, puisque vous savez que l'URSS de Gorbatchev a muselé toutes les autorités biélorusses de l'époque pour que rien ne sorte. C'était sous le sceau du secret, donc il fallait absolument réécrire l'histoire en montrant que les hommes, l'homo soviéticus n'avait pas failli. Et bien, tous ces éléments ne sont pas pris en compte. C'est pas pour cela qu'elle écrit, c'est pas pour sortir les non-dits, pour casser le révisionnisme de l'URSS, c'est pas du tout ce qui la motive. Parce que elle sait que si les hommes se sont murés dans le silence, c'était aussi pour survivre. Elle est tout à fait consciente des vertus salvatrices du silence et de l'oubli, mais elle pense aussi qu'il faut pouvoir reconnaître quelque chose et lui donner du sens, hein. Voici ce qu'elle évoque. Au début, on espérait le vaincre. Alors c'est le fameux épisode de Tchernobyl. Mais comprenant la vanité de ces tentatives, on se tue. Donc on a une première attitude, et elle est normale, c'est l'action. Et vous la voyez déployer lorsque les soldats, par exemple, se mettent à tout nettoyer. Ils sont dans l'action. Et puis on réalise qu'on a beau nettoyer et enlever la couche de terre très contaminée, rien n'y fait, puisque le lendemain, on a des taux de Röntgen qui sont encore immenses, etc. Donc, on mesure la vanité de ce qu'on vient de faire. Face à la vanité, on finit par se taire. Donc, tout concourt au silence, à la fois le bien-être des gens qui aimeraient oublier, qui aimeraient se taire, qui aimeraient ne plus rien en dire pour oublier plus facilement, le constat que de toute façon, tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on essaie de faire, tout ce qu'on s'évertue de faire est un échec patent, donc rien à dire, plus rien à dire. Mais elle envisage de justifier tout de même son texte, c'est-à-dire le fait d'en parler à nouveau et de se souvenir, en mobilisant la question de la prudence et de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une espèce de principe de précaution. Elle évoque l'avenir. Voici ce qu'elle écrit. Il est difficile de se protéger de quelque chose que nous ne connaissons pas. Il est difficile de se protéger de quelque chose que nous ne connaissons pas. Donc, maintenant, l'idée c'est de le connaître mieux. Non pas simplement de le connaître sous l'angle de la physique, parce que ça c'est fait, mais de le connaître sous l'angle du vécu. Si nous vivons encore une catastrophe nucléaire, voilà ce que nous allons vivre. L'infertilité, l'incapacité d'aimer, des enfants qui rient plus dans les écoles, etc. Tout ça, il faut s'y attendre. Voilà ce que c'est la réalité du vécu de quelqu'un qui est confronté à une catastrophe nucléaire. Maintenant que vous savez, que vous connaissez la réalité de ce vécu, vous allez pouvoir vous en protéger. Donc il y a une espèce d'appel presque à la conscience envers les générations à venir, hein. Alors c'est pas clairement posé, mais je pense qu'on peut l'envisager sous cet angle. Il faut se protéger. Et si c'est pas moi que je protège parce que pour moi c'est foutu, je vais peut-être protéger les générations à venir ou les autres espaces qui n'ont pas encore été touchés par ce genre de catastrophe. Donc vous voyez que sa démarche peut trouver une forme de légitimité dans un projet peut-être sur le long terme, de prise de conscience de la réalité des faits, pas simplement sous un angle physicien, mais bien sous un angle de subjectivité vécue. Et puis, bon, là, le dernier argument qu'elle propose, et qui peut sembler un argument un petit peu léger, mais moi je suis assez sensible à ce genre d'argument, c'est qu'elle dit moi je suis biélorusse et je fais partie de cette terre. C'est ma terre, je vis sur la terre de Tchernobyl. Je partage avec les Biélorusses un destin national. Alors j'ai pas forcément moi vécu peut-être toutes les affres de ceux qui sont, je sais pas, par exemple les liquidateurs et qui ont vécu sur le lieu contaminé, sur la zone interdite et qui ont reçu des tonnes d'irradiation. Non, j'en suis pas là, mais je fais partie, je suis légitime en tant que je ne suis pas un étranger qui vient en quelque sorte se repaître d'un spectacle à distance pour rentrer chez lui dans son pays plus confortable et moins souffrant. Non, je fais partie aussi de ces êtres qui vivent au quotidien les effets de Tchernobyl sur la vie en Biélorussie. Une fois qu'elle a justifié son projet, eh bien, elle finit par une expression qui est très jolie, je leur cède la parole. C'est-à-dire que cette fois, la parole ne lui appartient plus, elle se sera exprimée une fois et une seule, avant de laisser donc ses témoins parler. Ils sont plus intéressants qu'elle-même.
Elle n'a pas voulu faire une autobiographie de son propre vécu de Tchernobyl, elle aurait pu après tout, mais cette fois, elle laisse parler l'autre, et c'est une écoute dont je vous avais dit qu'elle est extrêmement précieuse parce que rare. Alors, petite évocation qui pourrait faire une conclusion, enfin je l'évoque dès maintenant, c'est quelle a été la portée de ce texte de la supplication. La supplication, donc ce témoignage du monde après Tchernobyl, a été très peu diffusé en Biélorussie, sachez-le, puisque les autorités s'acharnaient et s'acharnent encore à dissimuler la vérité sur la catastrophe. L'auteur est régulièrement attaqué par le régime qui l'accuse souvent d'être un agent de la CIA. Hein, voilà. Donc des attaques personnelles, elle a eu des procès. L'écriture de ces 6 livres dont je vous avais parlé, en 30 ans, elle a écrit 6 livres, n'a pas été de tout repos et sans risque. Même si elle est devenue prix Nobel de littérature, ce qui la protège un petit peu des attaques ad hominem qu'on pourrait lui faire, eh bien, elle reste quand même un personnage qui a pris des risques et dont le livre a été peu lu dans les lieux où il fallait absolument qu'il le soit. Il est très connu maintenant, cette œuvre de Svetlana Alexievitch est très connue en Occident, vous mesurez à quel point elle est puisqu'elle devient un auteur d'un programme de concours national, mais peut-être qu'elle attendait que son peuple soit plus réceptif à cette écriture et à cette parole qu'elle délivre. Je voudrais vous citer un passage du Figaro, le quotidien français, où elle déclare après l'obtention de son prix Nobel, alors ce prix Nobel elle l'avait obtenu après la publication de La fin de l'homme rouge, sur la fin du communisme, enfin du soviétisme, et elle évoque la difficulté qu'elle a eu à écrire ces textes, et notamment le texte de la supplication. Voici ce qu'elle écrit. « J'ai souvent pensé que je n'aurais jamais assez de force pour y arriver. » Donc on est sur un thème qui est intéressant, la force de vivre. Et vous voyez qu'elle-même s'est posé la question de savoir si elle aurait la force de faire ce travail jusqu'au bout. « Je me souviens un jour avoir interrogé une femme qui avait passé 15 ans dans un camp sous Staline et qui continuait malgré tout à le porter au pinacle. J'en aurais pleuré. Je me souviens avoir vu des jeunes gens travailler sur la centrale de Tchernobyl après la catastrophe sans protection particulière. Je me souviens des hôpitaux afghans où j'avais sous les yeux des atrocités que nos soldats commettaient. J'ai perdu connaissance plusieurs fois. Je ne suis pas une héroïne, mais toutes ces voix m'ont poursuivie, hantée. Il m'aura fallu toutes ces années pour monter cet édifice. Peut-être aurais-je eu tort de me lancer dans cette aventure. Aujourd'hui, je me sens libérée. » Donc une difficulté elle-même à aller au bout de son projet. Elle a flanché souvent. Elle a été attaquée de l'extérieur, elle aurait pu abandonner son projet, et puis elle était hantée. Ces voix, cette chorale de personnages qu'elle a rencontrés, qui lui ont parlé très intimement de leur vie, ça l'a hantée, et elle se sent presque un devoir de transmission à leur endroit, et maintenant elle nous dit qu'elle est libérée, c'est-à-dire qu'elle a le sentiment d'avoir accompli sa mission. Alors concernant Tchernobyl plus en détail, Svetlana Alexievitch explique que l'histoire de la Russie, enfin l'histoire soviétique en général, c'est une longue tradition de souffrance et qui entraîne une sorte de fatalisme, surtout en Biélorussie. La catastrophe de Tchernobyl et la publication de son livre n'a pas donné lieu, par exemple, à la création d'associations de défense des victimes. Pareil d'ailleurs pour l'Afghanistan. Il n'y a pas d'association de défense des victimes biélorusses. Que ce soit les victimes de la guerre de 40, les victimes du stalinisme ou les victimes de Tchernobyl, elles ne disent rien. Elles sont dans ce fatalisme où on subit en silence. Alors il y a quelque chose de l'âme slave qui est en jeu, elle décrit souvent cette espèce de fatalisme. Et ce sont des gens qui ont tellement souffert. Vous imaginez quelqu'un qui a vécu le XXe siècle, par exemple, en URSS, il a pu vivre sous les tsars, et donc a connu la faim, l'aliénation, la soumission complète. Puis la révolution, cette révolution l'engage à tout changer. Il ne connaîtra finalement de la démocratie que quelques brefs épisodes en 17, puis tombera à nouveau sous la coupe de dirigeants qui sont très puissants, Lénine, Staline, etc., qui soumettent jusqu'à ce qu'on sorte un peu de ce cadre pour retomber dans un capitalisme extrêmement sauvage et dévastateur, où la rouble ne vaut rien, où on vit avec rien, où on perd tout ce qu'on a, le peu qu'on a, on le perd. Il faut donc se représenter cela, vous ajoutez à ça les guerres qui ont émaillé cette histoire, et vous mesurez à quel point c'est un peuple qui en effet en a bavé. Elle comprend qu'il est difficile de faire changer des mentalités si habituées à la douleur. Donc pas de réaction, pas d'association de défense des victimes, les gens subissent, ils ne bronchent pas.
Voici ce qu'elle écrit toujours dans cet article au Figaro. « J'ai compris que la souffrance ne conduisait pas l'homme à aspirer à la liberté. » J'ai compris que la souffrance ne conduisait pas l'homme à aspirer à la liberté. Elle dit que c'est d'ailleurs l'idée centrale de son bouquin sur la fin de l'homme rouge. La vie dans un monde communiste d'un homme, d'un individu n'a pas grande valeur. Seule la vie en commun, seule la collectivité est valorisée et on se sacrifie pour la collectivité. Mais on se sacrifie aussi par fatalisme, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien changer à rien. Alors, elle cherche bien évidemment elle-même la vérité de Tchernobyl, comme elle l'a fait pour tous les sujets qu'elle a abordés, la guerre, la fin du communisme, etc. Et la vérité de Tchernobyl, ça a été très difficile à obtenir. Vous mesurez d'ailleurs que lorsqu'on finit un livre de Svetlana Alexievitch, on n'a pas de vérité qui se dégage. On ne sait pas s'il faut oublier ou s'il faut se souvenir. La question est toujours posée. On ne sait pas s'il faut désespérer ou s'il faut espérer. On est face à de multiples interprétations, et quelque chose de très nietzschéen d'ailleurs dans cette idée qu'il n'y a pas de vérité assénée, mais qu'il y a des interprétations possibles du monde, et que c'est à ça qu'on va pouvoir se rattacher, même si bien sûr toutes les interprétations ne se valent pas. Elle cherche donc une espèce de vérité, au pluriel, des vérités sur Tchernobyl, et ça a été extrêmement difficile à obtenir. Difficile pour des raisons, on va dire, très concrètes. Il n'y avait pas de bibliothèque préexistante, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de livres sur ce sujet sur lesquels s'appuyer, se documenter. D'abord parce que les bibliothèques avaient été vidées de tout ce qu'elles contenaient sur Hiroshima, Nagasaki par exemple. Il y avait des livres sur les radiations, sur le nucléaire, sur Hiroshima, Nagasaki, tout ça, ça disparaît. Tchernobyl, donc, c'est une réalité nouvelle sans archives. Faut affronter ça, c'est quand même pas simple, alors que par contre, la guerre est connue depuis l'Antiquité et on peut se documenter sur la guerre lorsqu'elle arrive. Elle a été confrontée à une radicalité si nouvelle, avoir peur de sa vache, du lait de sa vache, d'une rivière parce que son eau est insalubre, de la terre de son potager. Enfin, vous voyez ce genre de peurs qui sont complètement inédites. Avoir peur d'une pomme, hein, à un moment donné, il y a une orange. Non, non, touche pas à l'orange. Bon, avoir peur d'une orange. Que Tchernobyl, pour elle, reste un mystère. Dire que ne considérons pas que ce texte a résolu des questions, je pense qu'il en a posé plus qu'il en a résolu. Mais les avoir posées, les avoir exprimées, avoir un peu fait la part des choses entre le discours officiel et ce que les gens vivaient dans leur cœur, c'était comprendre justement la complexité de ce mystère. C'était pas simplifier le mystère de Tchernobyl, mais le complexifier en montrant qu'il soulevait des problèmes qu'on ne mesurait pas. Svetlana Alexievitch estime que ça a été l'ouvrage le plus important et le plus difficile à écrire. Et je pense qu'on le mesure à le lire, puisque certains des témoignages qu'on y lit sont de l'ordre de l'insoutenable. Donc peu d'effets, concrètement, mais une nécessité d'écrire ce texte, ne serait-ce que pour alerter la postérité. Alors j'en arrive maintenant à l'analyse de la composition de l'œuvre. Ce texte est composé de manière très très nette. Il y a 3 parties, un prologue et un épilogue. Donc quelque chose de très très construit, avec des titres pour chacune des parties dont je vais essayer de vous proposer un rapide commentaire. Donc vous avez d'abord un tout petit texte qui doit faire quelques pages, qui est une information historique. Là, elle fait sa journaliste. Elle donne des éléments objectifs, comme ferait un journaliste qui donnerait des faits, des dates, des données chiffrées. C'est l'indication par exemple du nombre de villages détruits ou fuis. C'est l'indication des taux d'irradiation relevés, des effets, les cancers, la démence, les mutations génétiques, la construction du sarcophage, comment on a fait, comment on s'y est pris sur le 4e réacteur. Il s'appelait Abri, mesurer la dimension ironique bien sûr de ce nom du sarcophage du 4e réacteur. Elle part d'ailleurs d'un article de journal, donc on sent bien qu'elle est dans une position ici de journalisme. Ou d'ailleurs l'article de journal indique que la Biélorussie n'est pas un pays connu. La seule chose qu'on connaisse, et je pense que vous pouvez vous en rendre compte vous-même, sauf si vous avez fait peut-être un peu de russe et que vous avez cette culture-là, mais qu'est-ce qu'on connaît de la Biélorussie si ce n'est qu'il y a eu lieu Tchernobyl. Donc des données scientifiques, des faits, des choses chiffrées. Il fallait ces rappels pour ancrer le propos et ensuite passer à la dimension donc, subjective des témoignages qui forment chorale. Premier de ces témoignages dans le prologue, puisque donc après cette information historique, vous avez un prologue qui est composé de 2 textes. Premier texte, un premier témoignage qui s'intitule « Une voix solitaire », et puis ensuite l'interview de l'auteur par lui-même, dont je vous ai évoqué le contenu rapidement. Alors sur la voix solitaire, pourquoi
une voix solitaire, c'est une femme qui va parler de la mort de son époux, qui a travaillé en tant que pompier sur le brasier du 4e réacteur. Elle y a perdu son époux et puis elle y a perdu un enfant qui est morte au bout de 4 heures, il me semble, si mes souvenirs sont enfin, très très peu de temps après la naissance. Et elle y exprime une supplication, donc je pense que c'est à cette supplication qu'on doit le titre de l'œuvre, puisque voici ce que le texte dit: j'ai commencé à supplier, donc voilà, c'est la première supplication, j'ai commencé à supplier la nuit, Vasenka, je veux un enfant. Alors Vasenka, c'est le diminutif de Vassili, qui était le nom de son mari. Elena était mariée avec Vassili, et Vasenka est mort. Mais elle lui parle encore, et elle lui réclame un enfant. C'est-à-dire qu'elle comprend que pour s'en sortir, il lui faut donner la vie, et il lui faut s'occuper de quelqu'un. Il se trouve que cet enfant va être malade, qu'elle va vivre elle aussi une vie très douloureuse puisqu'elle est malade et que son enfant vit 1 semaine sur 2 à l'hôpital. Donc vous mesurez ce qu'est cette vie, mais c'en est encore une, et c'est sans doute là la première supplication de l'ouvrage. D'ailleurs, le texte se clôt encore par un témoignage qui s'intitule « Une autre voix solitaire ». Donc vous voyez qu'il y a un écho entre ces deux textes. Le texte qui commence la supplication et le texte qui l'achève sont 2 voix solitaires, une autre voix solitaire. Et là aussi, dans le texte de la dernière voix solitaire, on a une supplication, on en a même plusieurs. On a des supplications de la part de l'époux, qui lui aussi meurt des suites de cette irradiation massive. Et on a des suppliques de la part de la femme qui reste vivante et qui a besoin de se relancer elle aussi en ayant un enfant. Comme quoi, il y a une espèce de répétition, de clôture et quelque chose d'extrêmement circulaire dans la construction de ce texte. Donc après ce témoignage, l'interview de l'auteur par elle-même, et puis on entre donc dans la première partie. Cette première partie, elle est intitulée « La terre des morts ». Elle est composée de plusieurs monologues et d'un chœur de soldats. Alors sachez que la structure des chapitres est toujours la même. Un certain nombre de monologues se succèdent. Ils sont reliés thématiquement quand même. On va essayer de voir. C'est pas très très net à la lecture. Parfois on se dit que celui-là il aurait pu être ailleurs. Mais enfin il y a quand même une espèce de logique interne qui a été choisie par l'auteur, qui vraiment compose comme un compositeur de musique composerait un morceau à partir des voix. Et ça s'achève toujours, chaque partie s'achève par un chœur, c'est-à-dire que là c'est plusieurs personnes qui parlent. On a par exemple pour cette première partie un chœur de soldats qui parlent en fin de texte. Alors je me suis interrogée sur le sens de l'expression terre des morts, la terre des morts, qui donne ce titre à la partie. Comme les 3 autres d'ailleurs parties qui seront titrées, je trouve que ce titre est paradoxal, et ce sera le cas pour chacun des titres des 3 parties. Chaque titre est absolument paradoxal. Pourquoi? Parce que spontanément, quand vous lisez l'expression terre des morts, vous vous dites ok, c'est normal, c'est une lecture littérale, très explicite, du fait que Tchernobyl est une terre où ça meurt. Ça meurt chez les soldats, chez les liquidateurs, ça meurt aussi très rapidement chez les habitants qui ont été irradiés. Ça meurt parfois plus longuement, au bout de quelques années, chez des gens qui ont été irradiés, mais qui ont moins été au contact du sarcophage ou du lieu particulier du réacteur, et qui ont eu des séquelles très lentes à se déclarer, plusieurs années, parfois 2-3 ans, et puis bien sûr chez les enfants encore qui vont souffrir de leucémie. Donc soit rapidement, soit au bout de quelques années, on meurt d'avoir été confronté à cette terre. Donc c'est bien une terre des morts au sens littéral du terme. Les animaux, ils sont décrits aussi mourants. Vous avez une forêt entière qui est devenue rousse, qui a été détruite par ces irradiations. Cependant, et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une ambiguïté, eh bien les témoignages que vous allez lire dans cette première partie sont étonnamment orientés vers le constat d'une vie persistante, qui aide d'ailleurs les habitants à tenir dans cette zone, parce que certains d'entre eux, ils sont assez nombreux dans cette première partie, y vivent et ont choisi d'y vivre et d'y rester. Donc cette première partie, elle est vraiment centrée sur des témoignages de personnes qui soit vivent dans la zone contaminée, alors qu'on leur avait demandé de la quitter, soit l'ont quittée en laissant tout derrière eux, ou presque. Il y en a un qui emporte une porte de chez lui. Bon. Parce qu'ils perdent tout, ils ont le sentiment que c'est une vie à recommencer ailleurs, donc il y a quelque chose comme un élan vital quand même qui perdure. Soit ils l'ont seulement
visité, mais la visite de cette zone les a marqués à vie, soit ils y ont travaillé en tant que soldats, vous vous souvenez que ça finit par un cœur de soldat, et là aussi, leur implication directe sur les lieux de la catastrophe a eu des incidences à la fois sur leur manière de se représenter les choses et puis sur leur état de santé sur le plus long terme. Ça veut dire que cette terre, elle peut être une terre des morts, elle en détruit certains, je pense notamment à un énoncé dans le témoignage de Piotr, qui est psychologue et qui dit que c'est une terre qu'il a dévastée. Il parle très très peu de Tchernobyl, mais lorsqu'il en parle, c'est une ligne, c'est voilà, je m'en remets pas, je suis dévastée. Pour les autres, eh bien, ce qui est assez singulier, c'est que ça reste une terre vivante. Ça reste une terre vivante pour ceux qui savent vivre aussi autrement, qui savent s'adapter à des conditions particulières d'existence. Par exemple, vous avez Zinaïda. Zinaïda, c'est une vieille dame, Zinaïda, elle vit dans la zone, elle a décidé d'y rester. Il n'y a plus personne autour d'elle. Elle vit avec des animaux, elle a un chat, puis il meurt, puis elle en trouve un autre et elle se rattache toujours à ce chat qui l'aide à vivre. Et puis elle vit aussi avec les morts, elle va au cimetière et puis elle discute avec les morts, avec les fantômes. Et elle arrive à vivre. Alors c'est pas une vie telle qu'on se la représenterait, comme une vie heureuse, mais c'est une adaptation particulière. Ce sont des gens qui n'ont pas voulu quitter leur sol et qui vont résister tant bien que mal en mobilisant des ressources insoupçonnées. Par exemple, je ne peux plus parler avec des vivants, je vais parler avec des morts. Je ne peux plus parler avec des vivants, je vais parler avec des animaux. Vous avez également le constat que la vie perdure. De très nombreuses citations très jolies, vous pourrez les relever sur le fait que les oiseaux chantent encore, le soleil se lève encore, il y a des fleurs aux cerisiers. Pourquoi on devrait craindre ce monde où les animaux restent en vie, où on les croise, où ils n'ont pas l'air d'avoir envie de quitter cette zone? Alors il y en a certains qui sont morts bien évidemment, et ceux-là aussi sont évoqués, mais vous avez encore de la vie dans ce monde sans humains. Si la vie est encore là, eh bien ça veut dire que le monde n'a pas été complètement annihilé et qu'un espoir peut être préservé. Donc c'est une terre des vivants tout autant qu'une terre des morts. Ce sont des vivants quand même un peu particuliers, parce qu'ils n'attendent plus rien de la vie. Ce sont des gens souvent qui attendent la mort. Zinaïda, par exemple, elle dit qu'elle attend la mort. Elle dit « je suis très fatiguée, si ça pouvait me reposer un peu de mourir, ça serait pas plus mal ». Donc on sent qu'elle ne la craint pas, elle la considère comme un repos mérité. Après une vie de souffrance, ça s'impose. Mais vous avez aussi des gens qui ont fui, par exemple, le monde des hommes où ils vivaient parce que c'était pire encore. Je pense notamment à des Tadjiks qui ont vécu des violences atroces et qui ont décidé de fuir dans cette zone parce qu'au moins ils y craindraient moins l'homme, ils seraient à l'abri des hommes. Alors ils y vivent isolés, mais ils y vivent, ils ont fui les tueries, ils ont fui la mort, et c'est la famille K notamment, donc elle n'est pas nommée, mais c'est la famille K qui évoque cette fuite de certains Tadjiks dans ce territoire déserté. Vous avez également des hommes qui ont commis des crimes dans leur vie, qui ont été des tueurs. Je pense notamment à un personnage qui s'appelle Nikolai et qui se dit serviteur de Dieu parce qu'il est devenu très croyant et il a changé son rapport à l'être. Maintenant il préserve la vie, il a envie de ne plus tuer de toute sa vie. Eh bien vous voyez que ce sont des gens qui, tout en attendant plus grand chose de la vie, ont réussi à se reconstruire quelque chose qui a de la signification pour eux. Si bien que ce titre vraiment est étonnant. La terre des morts est une terre étonnante et paradoxale. Là où elle est aussi étonnante, cette terre des morts, c'est que la mort n'a pas disparu. Elle n'est plus sur cette terre, elle s'est légèrement déplacée. Ironie du sort, vous quittez cette terre, vous quittez Tchernobyl et les alentours, mais vous tombez malade quand même. Vous mourrez quand même. Les enfants qui, par exemple, ont été délogés de la zone contaminée, eh bien, ils meurent petit à petit de pathologies et notamment de leucémie. De graves malades ont également été cachés dans des instituts. Vous avez une femme à un moment donné, c'est très, très intéressant ce passage, c'est un personnage qui s'appelle Maria et qui cherche une femme, qui dit trouvez-la, trouvez cette personne qu'on n'a plus vue. Elle doit être cachée dans un institut médical ou dans un asile, on ne sait pas, mais sortez-la, elle est innocente, il faut la sortir de là et ramenez-la à la maison. Voilà, donc la mort s'est déplacée. Ne croyons pas qu'en quittant
les zones dévastées de Tchernobyl, on échappe à la mort parce qu'on n'échappe à rien du tout. Donc la terre des morts, finalement, elle s'étend dans des espaces qui ne sont pas spécifiquement la zone contaminée. Donc voilà pour cette présentation de la première partie. Alors plusieurs grands monologues, il faudra les travailler bien évidemment dans le détail. Vous le ferez sans doute avec vos enseignants. La seconde partie, elle est intitulée « La couronne de la création », expression qui a une connotation extrêmement religieuse. Elle est composée, elle aussi, de plusieurs monologues et d'un chœur, mais cette fois c'est un chœur populaire, donc ce sont des gens du peuple qui vont s'exprimer. D'ailleurs, les chœurs sont des textes un petit peu décousus, puisque chacun y va de sa petite histoire, et elles sont mises bout à bout, les unes à côté des autres. Donc, vous pouvez imaginer que chacun raconte une expérience en quelques lignes, et que tout ça a été compacté, parce que ces témoignages se font écho. Donc, des monologues et un chœur, cette fois un chœur populaire. Alors cette expression, la couronne de la création, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça renvoie à la Genèse. Vous savez que Dieu, durant 6 jours, crée la lumière, les astres, le monde, le peuple, ce monde d'animaux aquatiques, non aquatiques, terrestres, etc., célestes. Et puis qu'à la fin de cette création, il décide de créer quelque chose qui se surajoute à cette création et qui la couronne. Donc la couronne de la création, ça va désigner le sommet de la création, à savoir l'être humain. Lorsque Dieu crée le monde, il décide de créer une dernière créature qui pourra admirer le chef-d'œuvre, en quelque sorte, qui sera celui qui contemplera tout le reste. Et vous avez un personnage, je ne me souviens plus, je crois que c'est dans la deuxième partie, où un personnage dit, ou peut-être dans la troisième, que l'homme, contrairement aux animaux, il a un cou, et il peut regarder vers le ciel, alors que les animaux, ils regardent vers le bas, vers la terre. Et que si nous sommes des êtres humains avec un cou flexible, alors c'est le philosophe Sénèque qui disait que l'homme avait un cou flexible pour pouvoir admirer la beauté de la nature, et bien là c'est un petit peu un argument aussi de la supériorité théologique de l'homme sur le reste des animaux, c'est que nous sommes des êtres de contemplation. Nous sommes là pour comprendre le sens divin de ce qui est devant nous. Et c'est ça qui serait le propre de l'homme. Donc il serait le sommet de la création. À part que ce titre-là aussi est ambigu, pourquoi? Parce que ces mêmes hommes, qui sont le sommet de la création, qui sont capables d'ailleurs de fisser l'atome, qui sont capables de jouer à Dieu. Plusieurs fois, vous avez des expressions de petites vieilles notamment qui disent « mais ils se prennent pour qui ces savants, ces scientifiques, ils tiennent Dieu par la barbichette, ils jouent avec le feu ». Eh bien, ce sont des hommes qui ont détruit ce que Dieu avait créé. Et vous avez comme ça toute une réflexion sur les dévastations dont l'homme est aussi le responsable. La partie d'ailleurs commence par un récit à la limite du tenable, où une femme enfante, elle voulait absolument avoir un enfant, elle dit que cet enfant elle l'aime, et cette petite fille est née sans orifice. Elle n'a pas de vagin, elle n'a pas d'anus, elle n'a pas de fente. Il a fallu les lui créer à force d'opérations. Et cette petite personne qui n'aura vécu que des opérations successives, d'ailleurs on peut se demander quel est le sens de cet acharnement de la mère pour vouloir que cette petite fille vive, et ce qu'elle vivra d'ailleurs. Et peut-être une curieuse manière d'aimer son enfant. Enfin, j'avoue que j'ai du mal, moi, à comprendre comment cet amour peut être aussi jusqu'au boutiste. Peut limiter la souffrance des enfants. Mais en tout cas, cette femme-là, eh bien, elle ressemble aussi un peu à un savant fou. Elle va à la limite de ce que son enfant va pouvoir supporter. Elle ressemble à ces êtres humains un peu délirants, un peu pris par l'hubris, comme on l'appelle, cette espèce de désir fou de rivaliser avec les dieux. L'humanité est devenue folle, et pourtant, elle est en train, elle aussi, de s'éteindre. Vous avez des constats, je pense notamment au propos d'un personnage qui s'appelle Anatolie, et qui dit que l'humanité est en train de s'éteindre dans l'indifférence animale. Les animaux resteront, et l'humanité se sera éteinte. Alors vous avez comme ça un discours un peu apocalyptique, d'ailleurs le sous-titre du texte d'Aïsevitch, c'est une réflexion sur l'apocalypse. Est-ce que l'humanité va péricliter ? On sent bien en tout cas qu'elle est en train de changer. Cette couronne de la création, cette créature de Dieu n'est plus tout à fait ce qu'elle était. D'abord, par exemple, une femme ne peut plus enfanter normalement.
Vous avez les témoignages de Larissa ou de Katia qui sont très, très intéressants sur ce sujet. Ce sont des femmes qui ont très très peur d'enfanter et qui, lorsqu'elles le font, savent les risques qu'elles prennent et engendrent des enfants qui sont malades. Vous avez des hommes qui, au lieu d'aller les uns vers les autres, se fuient, comme des animaux qui se craindraient mutuellement. Vous avez des hommes qui se mettent à tuer violemment autour d'eux des animaux, des enfants qui ne rient plus, qui n'apprennent plus. Vous avez ce témoignage fabuleux de Nina, qui est institutrice, qui vous dit que les enfants de Tchernobyl n'arrivent plus à apprendre quoi que ce soit. Leur mémoire ne peut plus enregistrer quoi que ce soit. Vous avez des femmes enceintes qui ne sourient plus, alors que ça devrait être un moment de joie. Elles le vivent dans l'angoisse, dans l'horreur. Eh bien, tous ces retournements, qui sont d'ailleurs évoqués à travers l'expression d'un retour de la loi de la jungle. C'est dans les 3 monologues, vous avez un passage qui s'appelle 3 monologues, où on vous parle d'un retour de la loi de la jungle. C'est comme si, au fond, tout ce que Dieu avait créé était en train de se disloquer. Elle est où, la couronne de la création? Elle est passée où? La nature elle-même est ravagée. Les paysages sont devenus lunaires. Vous avez ce témoignage très intéressant d'Evgeny. Evgeny qui vous dit « J'ai des visions qui m'obsèdent de cette terre qu'on a retournée, cette première couche qu'on a enlevée, et puis on dépose des substances qui donnent un aspect lunaire. On a l'impression que cette terre est inhabitée. Il faut qu'on aille y habiter où? Il faut qu'on aille habiter sur la Lune. Enfin, voilà, c'est une question qui se pose. Les animaux deviennent fous. Alors il y a des animaux qui perdurent et puis il y a des animaux qui disparaissent. Il y a des oiseaux qu'on n'entend plus dans le ciel. Il y a des hannetons qui ont disparu, etc. Et tous ces petits éléments font croire à une fin du monde, expression qui est utilisée notamment par le personnage de Arcadie. Arcadie se demande si, à un moment donné, on n'est pas en train de vivre une fin du monde. Donc vous voyez que la couronne de la création fait pendant une espèce de chaos ou de néant, d'anéantissement. Et c'est pour cela que le seul moyen de se sauver de cette possibilité de la fin du monde ou de l'anéantissement, c'est de s'intéresser à nouveau à l'homme, aux animaux, aux enfants, aux femmes enceintes, c'est-à-dire de leur donner des soins. Et on a, vers la fin de cette partie 2, quelque chose qui ressemble un petit peu à un intérêt nouveau. Je pense notamment à Sergueï, qui dit qu'il veut filmer des animaux. Alors les hommes, il ne peut plus en entendre parler, mais par contre, il veut filmer les animaux. Il a un intérêt qui se porte vers la nature, qui a été en quelque sorte réveillé. Sobolev, par exemple, lui, veut absolument créer un musée de Tchernobyl, pour pas que les hommes oublient, pour qu'on sache ce qui s'est passé, pour qu'on lutte contre l'oubli et contre la désinformation idéologique. Donc on voit un intérêt porté à l'homme à nouveau. Vous avez également un intérêt porté à l'enfant, cette institutrice qui constate que les enfants ne rient plus. Elle essaye de faire des choses, on sent qu'elle se démonte, cette pauvre institut, pour essayer d'organiser des petites choses sans y croire tout à fait. Donc on a des réactions pour que l'homme reconquiert sa position de couronne de la création. Il a été la couronne de la création, il a en quelque sorte chuté à se prendre pour Dieu, il a chuté, il a détruit beaucoup autour de lui, la création est en péril, mais il est encore théoriquement celui qui peut donner du sens, celui qui peut redonner de l'espoir dans un monde qui en a beaucoup perdu. Pour la 3e partie, elle est intitulée « Admiration de la tristesse ». Et là, vous voyez quelque chose qui résonne presque comme un oxymore à nouveau. Hein. C'est une expression tout à fait paradoxale. Comment peut-on admirer de la tristesse? Cette partie est composée de plusieurs monologues, comme les précédentes, et d'un chœur final qui est un chœur d'enfants. Le chœur des enfants, très touchant, parce qu'on y voit bien sûr cette espèce de spontanéité du discours. Les enfants ne mentent pas, les enfants sont sincères, et ils sont très très au-dessus de la plupart des êtres humains qui ont cédé aux sirènes de la compromission, du mensonge, d'État par exemple. Alors, comment est-ce qu'on peut admirer la tristesse? Ce titre paradoxal semble suggérer que même dans les situations les pires, tu peux trouver encore à admirer. Tu peux observer de la beauté ou de la bonté, là où tu pensais qu'elle avait irrémédiablement disparu. Tu peux trouver de la vérité alors qu'on est dans une société du mensonge. Il faut que quelque chose de positif puisse sortir de tout cela. Pourtant, cette admiration, elle est à discuter. Et de la même façon que je vous ai montré que la terre des morts pouvait être une terre des vivants, que dans la 2e partie, la couronne de la création pouvait être la destruction de cette création, eh bien vous avez un titre qu'on peut travailler comme une antiphrase.
Est-ce que j'admire la tristesse? Est-ce que je suis encore admirable? Est-ce que cette admiration n'est pas à discuter? On pense notamment à l'admiration, qui est un sentiment souvent qu'on rattache à l'héroïsme humain. Et les soviétiques ont cultivé cette représentation de l'héroïsme. Ils se posent comme des héros virils, incarnant une force toujours alerte. Et vous voyez d'ailleurs que les soldats, lorsqu'ils partent pour faire les liquidateurs, ont cette représentation de nous on vit intensément, on est des héros, on parle de nous dans les journaux et on nous donne des certificats de bonne conduite ou d'honneur ou je ne sais quoi. Et bien par-delà cette représentation un peu cliché et idéologique de l'héroïsme, les hommes ont beaucoup de mal à en être effectivement des héros. Ils sont des hommes qui ont du mal à reconnaître leurs responsabilités. Ils ont beaucoup de mal à abandonner une représentation un peu romantique de l'atome. L'expression d'ailleurs représentation romantique de l'atome, je crois que je l'avais lu, donc ça doit être une paraphrase d'un passage du texte. Dans la partie 3, vous avez ce personnage de Valentin, qui est un scientifique qui dit on a été élevé dans une représentation romantique de l'atome parce qu'on nous disait que l'atome, c'était, voilà, tu prends l'équivalent d'une pièce de monnaie et avec ça tu fais une centrale électrique. Ça fascinait tout le monde. Ils ont eu, ces soviétiques, une représentation complètement idyllique de ce que la physique pouvait engendrer. Vous êtes aussi un peu plus tard, bien sûr après le contexte de la guerre de la Lune et de la conquête spatiale, mais vous êtes toujours dans cette espèce de représentation fantasmatique. Les gens ont été élevés dans une idéologie scientiste. Et pour cela, il faut qu'ils changent aussi leur représentation. Et ça, c'est de leur responsabilité. Il faut qu'ils assument leur part de responsabilité. Alors, on voit notamment ce personnage de Valentin passer de l'amour de la physique à celui de la littérature. Il dit maintenant, je ne crois plus en la science, mais par contre, j'ai besoin d'écrire. Vous avez des hommes qui passent de l'héroïsme du soldat qui part au front comme avec la fleur au fusil à une prise de conscience de sa maladie d'abord, à une modestie dans son discours et peut-être à une reconnaissance aussi des mensonges de la presse. Je pense notamment à Alexandre, qui est un personnage qui dit voilà ce que la presse a dit en termes de mensonges, il y a une forme de responsabilité, nous y avons cru, nous sommes aussi responsables d'y avoir cru. Vous avez un personnage, moi, qui m'a beaucoup touchée, qui est le personnage de Zoïa. Zoïa, elle dit que elle a reconnu sa propre infamie. C'est très très fort ça. C'est-à-dire qu'elle se pensait innocente, elle pensait que manipuler les Röntgens, etc., sur les instruments de mesure, c'était comme un jeu. Enfin, elle ne mesurait pas à quel point il y avait quelque chose d'infâme, d'abord à mentir aux gens en leur disant que tout allait bien, que leur santé était bonne et qu'ils ne risquaient pas grand-chose, mais aussi parfois à se sentir soi-même porté par une idéologie dont on mesure qu'elle est extrêmement fragile. Vous avez le personnage d'Irina aussi qui elle est très accusatrice, qui dit que voilà, il faut que les scientifiques assument leurs responsabilités criminelles. Elle pense notamment à des radiologues qui minimisaient les effets des irradiations, et elle dit mais comment ces hommes-là peuvent-ils vivre encore sans assumer leur part de responsabilité? Ce sont des criminels. Et elle dit criminel, criminel. Voilà, il y a une force de conviction dans son discours qui est très touchante. Un historien également est mobilisé, son analyse est très très belle, il se demande si les Russes vont pouvoir faire comme l'ont fait les Japonais ou les Allemands, un travail de révision globale de leur histoire. Les Allemands, après l'épisode du nazisme et de la Shoah, ont su en quelque sorte faire amende honorable, ont su réagir, ont créé l'Europe avec nous. Il y a eu une forme de révisionnisme de l'histoire officielle telle que les nazis l'avaient produite. Il fallait réviser l'histoire, c'est-à-dire rétablir la vérité. Est-ce que ce qu'ont réussi à faire les Japonais et les Allemands en leur temps, nous les Russes, on va être capables de le faire? Il n'en est pas tout à fait sûr. Est-ce que les hommes vont enfin pouvoir répondre de leurs actes? On n'en est pas tout à fait sûr. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est admirable? Pas sûr. Vous voyez que la question de l'admiration, elle se pose. Un chef de laboratoire, par exemple, décide, alors que tout le monde veut se taire, d'informer ses amis. Il sait ce que c'est que l'atome, il sait qu'il faut prendre quelques gouttes d'iode pour affronter ces fortes radiations. On lui interdit d'informer son entourage, les conversations sont mises sur écoute, donc il sait qu'il prend un risque en tant que sujet, mais il le fait quand même parce qu'il connaît sa responsabilité. C'est triste d'avoir à choisir entre sa carrière en quelque sorte d'homme social et sa vie intime, mais il a choisi.
D'autres décident de philosopher. Vous avez des petites choses sur la philosophie. Alors, elle n'est pas très très présente, cette philosophie, mais est-ce qu'elle est bien utile? Est-ce qu'elle est bien efficace? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donner du sens à Tchernobyl et comprendre que Tchernobyl est un symbole, une métaphore, ce qui est dit dans l'un des monologues, ça, c'est en effet extrêmement puissant, parce que Tchernobyl n'est pas qu'un phénomène, un événement, il est aussi quelque chose qui permet de réfléchir à la condition de l'homme, et c'est pour cela que Tchernobyl est une métaphore. Cela s'achève donc sur un cœur d'enfant. C'est peut-être la partie la plus triste. Si on peut admirer la tristesse, je crois que c'est dans cette partie qu'on peut mesurer la force effective de ce titre, Admiration de la tristesse. Moi, je l'ai ressenti en lisant Le cœur des enfants. C'est absolument triste ce qu'on y lit, parce qu'on voit des enfants qui vivent la solitude, qui vivent la maladie, qui ont perdu parfois l'un de leurs parents, qui ont perdu leur maison, qui ont dû tout quitter, et qui, alors qu'ils ont l'âge des premiers flirts, ont découvert la mort. Et qui meurent. Ils disent nous mourrons là, nous sommes en train de mourir. Ils en ont conscience, c'est une conscience qu'on devrait avoir lorsqu'on est plutôt une personne âgée, et ils ont cette conscience alors qu'ils ont 13-14 ans, quoi. Ils ont conscience d'ailleurs qu'on va aussi les oublier. Vers la fin du texte, vous avez cette personne qui dit nous mourrons et on va nous oublier, hein. Quelle lucidité! Et quelle tristesse, cette lucidité. On peut admirer cette lucidité, c'est admirable d'avoir le courage de dire ça. Moi, ce que je trouve extrêmement admirable, pour le coup, c'est que, contrairement aux adultes, qui dans ce texte, y compris un soviétique encore convaincu, qui est un peu hallucinant dans son témoignage, d'ailleurs qui n'a pas voulu donner son nom, ce qui permet de comprendre qu'il n'assume pas tout à fait le discours qu'il tient, et qui nous dit qu'il croit encore à Staline, qu'il croit encore, enfin bref... outre des adultes qui donc n'y arrivent pas toujours à assumer leur responsabilité, leur participation à ce crime, parce que c'en est un. Le non-dit, le mensonge est un crime. Vous avez des enfants là qui n'ont pas menti, qui n'ont pas cédé à l'idéologie, et qui ne sont pas des pseudo-héros qui fanfaronnent, comme les soldats ont pu le faire parfois. Ils sont simplement des êtres qui vivent la souffrance au quotidien, et qui existent tout de même en ayant la conscience qu'ils ne pourront jamais aimer comme tout le monde, qu'ils ne pourront jamais vivre comme tout le monde, et qu'ils ont juste la mort au pas de la porte. J'avoue que ce texte-là, moi, m'a donné des sueurs dans le dos. Je pense que mesurer l'impact sur ces consciences innocentes de Tchernobyl ne peut pas laisser un lecteur indifférent. Il faut absolument se dire que si on ne le fait pas pour nous, cette prise de responsabilité, il faut au moins la faire pour nos gosses, quoi. Donc voilà pour ce texte, dont je vous ai au moins analysé la structure. Il est important de travailler des témoignages. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Vous n'allez pas tout retenir de chacun des témoignages. Travaillez 3 ou 4 témoignages de chacune des parties si vous n'avez pas pu lire l'intégralité des textes. Vous aurez sans doute des commentaires de certains de ces textes par vos professeurs qui vont les intégrer, parfois des lectures suivies, ça dépend de la manière dont vos professeurs vont travailler. Moi, j'ai fait un choix de travail thématique, mais je réintègre chacun des discours lorsqu'il me semble d'importance à l'intérieur de ce cours. Bon, c'est un choix, on peut faire une lecture suivie ou une lecture thématique. Moi, j'ai choisi du thématique. Ce qui est important, c'est de vous dire, ce que je sais, il faut que je le sache vraiment. N'ayez pas une lecture allusive, connaissez quelques témoignages et soyez capable de les exploiter et d'en tirer le mieux, le meilleur. Moi, je pense qu'en prépa, on est face à 3 livres. Souvent, c'est des livres assez denses. On ne peut pas tout retenir, tous les poèmes, tous les aphorismes de Nietzsche, etc. Vous aurez du mal à faire ça. Par contre, vous centrez sur ce qui, pour vous, a eu de la signification, ce qui vous a fait vibrer, ce qui vous a fait peut-être pleurer cette année, parce que c'est un thème difficile. Eh bien, ça sera le moyen de vous approprier ces problématiques et ces thèmes. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que moi j'ai concocté pour mes étudiants. J'ai travaillé de manière thématique pour intégrer les 3 textes à l'intérieur d'une trame. Et j'ai commencé par travailler sur la notion de force du réel. C'est-à-dire que mon approche sera dans un premier temps descriptive du malheur. Alors, c'est pas très charmant comme manière d'aborder le sujet, mais je me suis dit, pour comprendre qu'il y ait une force de vivre à déployer, il faut comprendre contre quoi on la déploie. Vous êtes d'accord que vous faites de la physique, vous expliquerez ça sans doute beaucoup mieux que moi, les forces s'opposent.
Et si j'ai besoin de la force de vivre, c'est qu'il y a une force qui s'exerce sur moi et que le seul moyen de la parer, c'est de lui opposer cette force de vivre. Donc je suis partie d'abord de la force du réel lui-même, le réel qui nous assaille. Le fait que nous soyons, nous, êtres humains, notamment dans quelque chose comme une condition tragique. Notre finitude, c'est déjà un réel avec lequel il faut faire. Il faut se le coltiner, ce réel-là, la conscience de sa finitude, c'est dur. Bon. Puis, nous sommes confrontés à des maladies, à des catastrophes diverses. Catastrophes naturelles, catastrophes artificielles. Tchernobyl, après tout, n'est pas une catastrophe naturelle. La mort d'un enfant a quelque chose de non naturel aussi, pour Hugo, dans la mesure où, en principe, c'est pas à cet âge-là qu'on meurt. Il y a quelque chose d'accidentel. Et puis, il y a la nécessité de la mort. Donc ça, c'est le réel. C'est ce à quoi nous sommes confrontés à chaque instant. La dureté de l'existence. On peut, je pense, la travailler sous plusieurs angles. Le tragique de l'existence, la difficulté de la nature qui quand même n'est pas une nature douce et familière mais souvent une nature hostile, hein, les cataclysmes naturels par exemple, tous ces éléments que nous avons donc à gérer au quotidien, nos maladies, nos microbes, nos virus, tout cela sont des forces qui s'exercent sur nous. Donc moi je travaillerai dans un premier temps sur une espèce de description des mots qui me permettra ensuite de justifier que contre cette force, on vienne en opposer une autre. La question que je me pose est de savoir quelle est la nature de cette force. La nature de la force de vivre, est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce que c'est de l'ordre de l'instinct? Est-ce que nous avons tous en nous une espèce d'instinct de conservation qui fait qu'on déploie des monceaux d'énergie lorsque la situation est dramatique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce que c'est quelque chose qui se cultive? Est-ce qu'elle est physique? Est-ce que c'est corporel? Ou est-ce que c'est mental, plus psychologique? Est-ce que c'est même social? Pensez par exemple à des démarches de solidarité où on ferait front ensemble, alors que nos forces plus singulières, individuelles, ne seraient pas suffisantes pour affronter le mal se présentant. Voilà ce genre de questions que je me pose. Donc, est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est plutôt une force physique ou une force psychologique? Est-ce que c'est une force individuelle? C'est-à-dire que moi, voilà, je suis un héros, je suis au taquet. Ou est-ce que c'est une force collective? J'ai besoin d'appartenir à un groupe de soutien pour sortir de l'alcoolisme parce que toute seule, je n'y arrive pas. J'ai besoin de ma femme, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin de l'humanité tout entière, j'ai besoin de rencontrer de la bonté. Voilà ce genre de problématique que j'aborderai pour identifier la nature de cette force. Une fois qu'elle est posée, je montrerai que les attitudes sont différentes face au réel, face à la puissance du réel. Vous pouvez avoir une attitude, on va dire, de passivité. Donc j'ai structuré en passivité ou activité. Alors c'est vrai que c'est un petit peu caricatural, mais ça me permettait de sélectionner des éléments thématiques, on va dire, assez simples. Je me suis dit, lorsqu'on vit l'horreur, d'abord on la subit. On n'est pas dans quelque chose de d'abord réactif, on est face à quelque chose qui nous accable. Alors la première attitude, par exemple, ça pourrait être la désespérance. Donc je proposerai une analyse du désespoir, de l'expression latine du taedium vitae, qui est une espèce de désespérance chronique, un mal de vivre si vous préférez. J'aborderai donc l'incapacité où nous sommes de nous relever. Parfois, le désespoir nous prend. L'attitude passive, je la déploierai en sous-parties. Après l'analyse de la désespérance, je vais analyser le désir d'oubli. Vouloir oublier, être dans le déni, refouler. C'est une attitude psychologique inconsciente, le refoulement, mais qui nous sauve la peau. Lorsque vous avez vécu un viol, eh bien, vous allez sans doute oublier certaines des circonstances de ce viol. Ou alors, vous allez avoir des images flash qui vont vous réveiller et vous rappeler à la réalité de ce viol. Mais rester ignorant, ne rien savoir de ce qui fait mal, ça peut être un moyen de sauver sa peau. Vous avez toutes ces stratégies d'ignorance qui ont été d'ailleurs celles de l'URSS. Ne rien dire, ne pas affoler les gens, ne pas leur dire la réalité de la situation parce que sinon, ils vont complètement paniquer. Le refoulement, donc là, l'aborder peut-être avec Freud, avec Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé sur les soldats partis en Afghanistan et qui travaille à Toulon avec des hommes traumatisés. Je trouve que c'est un auteur qui peut être vraiment important à aborder sous cet angle, Boris Cyrulnik. Vouloir oublier, faire des efforts pour oublier, c'est-à-dire essayer de s'ancrer dans le quotidien et être dans le déni, c'est-à-dire non, il ne m'est rien arrivé, je ne veux rien en savoir. Alors ça, c'est quand même plus pathologique. Ensuite, je proposerai une nouvelle sous-partie que j'ai intitulée « Faire comme avant ».
Parce qu'en effet, lorsqu'on est confronté comme ça à des choses très très dures, et bien souvent, c'est une attitude passive, on décide de ne rien faire de particulier, de nouveau. On va essayer de se réinscrire dans le quotidien autant que faire se peut. Faire comme avant, continuer à vivre, répéter les gestes quotidiens. Ça peut être un déni, mais ça peut être aussi une forme de sagesse. Alors, ça peut être, par exemple, j'ai fait des promesses, je les tiens. J'ai un travail, j'essaie de travailler. Je me réinscris dans la vie sociale. Je reste pas à la maison. Ça peut être décider d'être traité comme tout le monde, de ne pas subir les manifestations de pitié ou de compassion. Non, non, arrêtez de me plaindre, traitez-moi comme tout le monde, je veux continuer à faire comme j'ai toujours fait. Ça peut être également avoir le sens de l'humour, le préserver à tout prix. Vous avez un humour Tchernobyl. Je ne sais pas si vous avez été sensible à cette approche-là, mais moi j'ai trouvé que c'était sidérant de voir comment l'une des forces de l'humain, c'est quand même de rire encore de ce qui est grave. Donc voilà quelques éléments, faire comme avant, ne rien changer parce que, après tout, c'est le meilleur moyen de continuer à vivre. C'est une force, mais c'est une force par la passivité, c'est une force un peu paradoxale. J'ai proposé une nouvelle partie que j'ai appelée se satisfaire de peu, revoir ses exigences à la baisse, devenir fataliste et peut-être sans espoir. Vous avez des gens comme ça qui se disent, bon bah ok, ma vie a changé, bah, je vais vivre autrement. Alors je crois que c'est déjà une force. Mais c'est une force qui a l'air de ne pas être très active parce qu'on élimine de sa vie des éléments qu'on y avait. Par exemple, on abandonne sa maison, on abandonne des éléments de son bonheur, on vit tout seul, ou on parle à son chat. Cette vie s'est appauvrie, mais c'est vivre quand même et c'est respectable. Je me satisfais de peu. Alors c'est vrai que toutes les sagesses qui ont été tentées par l'ascétisme, les philosophes antiques par exemple, disaient désire peu, tu seras plus heureux. Et moins de besoin de l'autre et tu seras plus indépendant, tu seras plus libre, hein, plus autonome. Libère-toi des objets matériels et tu auras une vie spirituelle plus profonde. Dire que revoir ces exigences de vie à la baisse, peut-être que ma vie elle vaut rien, peut-être que vous les occidentaux vous en ririez, mais voilà, je vis seule et je vis et je m'occupe de mon enfant, il est malade, mais tant qu'il est là, eh bien, cette vie me tient. Vous voyez, c'est une manière de se représenter la vie qui a perdu en qualité, mais on y tient coûte que coûte. J'ai proposé également une petite sous-partie que j'ai intitulée « Se sentir incapable de vivre ou d'avancer ». Alors peut-être que je vais l'intégrer à ma partie sur la désespérance. Je pense que ça fait un peu double emploi. Bon, pour l'instant, je les ai séparés, mais vous voyez, c'est encore perfectible. Quoi, on n'a jamais tout à fait atteint son objectif. Donc je me suis dit, comment font ces gens qui n'y arrivent pas du tout, c'est-à-dire qui sont vraiment accablés et qui n'ont pas le sentiment de rebondir, de pouvoir rebondir. Qu'est-ce qui va les tenir? Est-ce que quelque chose peut les tenir? Donc, voilà, peut-être que cette partie du coup a plus de sens si je l'intègre à ma partie sur la désespérance. Alors, une fois que j'ai travaillé sur la dimension passive, je vais travailler vraiment sur quelque chose de beaucoup plus actif. Dire que cette fois-là, on sent une espèce de niaque, quoi. L'individu, il a décidé de lutter. Il lutte contre le malheur, il lutte contre les circonstances accablantes. Alors, premier paragraphe, je l'ai intitulé « Tenir bon ». Parce que j'ai trouvé que dans cette espèce de représentation de la stature tenir, c'est d'abord de se tenir droit, il y a beaucoup de courage. Quand, par exemple, tu es accablé par le malheur, par le deuil, par des choses dures dans ta vie et que tu as des enfants, devant tes enfants, tu peux tenir bon. Tu veux pas qu'ils te voient flancher. Et ça te tient. Et c'est très important de s'occuper des autres pour tenir soi-même. Parfois, on se soigne de ses propres maux en s'occupant des autres. C'est aussi peut-être tout l'intérêt de participer à des associations. Voilà, je me décentre de ma douleur parce que j'ai quelqu'un à m'occuper, puis il faut que je tienne pour lui, voilà, parce que lui, sans moi, il ne tient pas. Donc j'ai travaillé sur l'expression tenir bon, et puis donc tous les textes qui, à un moment donné, abordaient cette question. Après, de la même façon qu'on s'était dit, il faut oublier, il faut zapper, il faut être dans le déni, je me suis dit, mais il y a des gens qui, au contraire, ont voulu se souvenir. On luttait contre l'oubli, on refusait d'oublier, on dit mais l'oubli, attention, c'est extrêmement dangereux. À un moment donné, il y aura un retour du refoulé. C'est très bien de faire un refoulement temporaire, mais il y a des retours du refoulé. Donc ça veut dire qu'il faut affronter la bête, quoi. Hein. C'est Saint-Michel et le dragon, quoi. Il faut que tu affrontes ta bête intérieure et tes douleurs intérieures. Et là, vous avez tout le travail de la psychanalyse, tout le travail des thérapies par la résilience. Comment je refuse d'oublier et je me frotte à mon souvenir, même s'il est extrêmement puissant et difficile à encaisser. Donc ça peut être par exemple la lutte contre la désinformation soviétique. Voilà, vouloir que quelque chose soit connu. Vous avez des personnages dans Zvetan Alexievitch qui prennent des notes,
qui ont des archives perso et qui leur dit prends tout ça, je veux que ça se sache, je veux pas qu'on oublie, raconte mon histoire, surtout, je veux pas qu'on m'oublie. Hein. Donc toute cette démarche du souvenir peut être travaillée d'un point de vue beaucoup plus positif que dans la première partie qui était passive et qui incitait plutôt à l'oubli. J'ai proposé également une partie sur l'espérance. On était dans la désespérance dans la première partie, quelque chose qu'on subissait un peu passivement. Et puis vous avez donc l'espoir. Alors l'espoir peut se loger dans plusieurs objets. J'évoque l'espoir dans l'enfant, qui est très très présent. Début, fin de texte, je vous avais dit que ce sont des femmes qui tiennent parce qu'elles ont un désir d'enfant. Ça va les aider à vivre. Ça peut être l'espoir dans la guérison. Certains d'entre les hommes ont pu à un moment donné espérer, je sais pas, dans une greffe de moelle par exemple, enfin bon, peu importe. Ça peut être espérer en l'avenir, pas le mien, mais me dire moi je suis sacrifiée mais mes enfants vont vivre, ou ma génération est sacrifiée mais les hommes feront attention avec l'atome à présent, ils seront plus prudents. Ça peut être la foi en l'homme, en sa bonté, en disant qu'on n'est pas tous des salauds et qu'on peut vraiment espérer en l'homme, que de temps en temps on rencontre des gens bien, des gars bien. Et puis pour ceux qui croient, c'est l'espérance en Dieu, en la vie éternelle, en la rédemption. Vous avez un personnage de Nicolas là, qui est très beau, qui dit moi voilà j'ai commis un crime mais je veux me repentir, c'est ça ma voie, c'est comme ça que je vais m'en sortir. Et c'est actif parce que là tu fais des choses pour toi-même, tu médites sur ton crime, tu fais amende honorable. J'ai proposé une sous-partie que j'ai intitulée Chercher à savoir et à comprendre, donner du sens. Alors là aussi c'est vraiment très très important dans cette démarche cette année, c'est que vous allez comprendre que souffrir, on veut savoir pourquoi on souffre. C'est bien beau de souffrir, hein, mais pourquoi? Quel est le sens de cette souffrance? Est-ce que je souffre pour une bonne cause, par exemple? Parce que quand on part en Afghanistan, on peut se dire, bon ben voilà, je pars pour faire que le bloc soviétique lutte contre les méchants occidentaux. Mais lorsque vous êtes simplement irradié, pour quelle cause vous mourrez? Est-ce que ça a encore du sens? Donc là, j'ai débattu sur le caractère absurde ou, au contraire, signifiant de ce qu'on vivait. Comment on peut donner du sens à sa douleur? Comment on peut donner du sens à sa maladie? Ça peut être un sens religieux, il fallait que je paye pour, un peu comme le Christ qui sur la croix souffre pour nous sauver. Donc cette dimension presque sacrificielle du soldat, de la mère pour son enfant. Donner du sens à sa douleur en disant elle sert à quelque chose, ma douleur elle n'est pas absurde. Donc toute cette dimension de thématique du don de signification, et vous allez voir que la question pourquoi elle est centrale, c'est la quête de sens. J'ai aussi proposé quelque chose sur exprimer sa souffrance, la verbaliser, la partager. Écrire, partager, faire du théâtre, montrer des photos, toute cette dimension de ce qu'on appelle la sublimation. Lorsqu'on est face à quelque chose d'extrêmement difficile, on a besoin d'exprimer tout ça et ça peut avoir un effet de catharsis, un effet de soulagement. Donc je pense que ça peut être intéressant de travailler sur ces moyens d'alléger sa souffrance par la quête de sens qu'on donne soi. Ce n'est pas un sens externe, religieux ou je ne sais quoi, ou social, mais c'est moi qui, en mettant ma douleur sur le papier, arrive à lui donner une signification et en faire quelque chose de positif pour moi-même. Alors, je pensais, alors ça je ne l'ai pas encore intégré à ma charpente. Pour l'instant, je vous ai dit, j'ai fait une partie sur la passivité, une partie sur l'activité. Je pense parler également du divertissement. Alors, c'est peut-être pas central sur le texte de Svetlana Alexievitch, mais ça peut l'être dans d'autres textes. Comment on occupe son temps? Comment on se divertit? Ça peut être aussi faire comme avant, ça peut s'intégrer à la partie faire comme avant. Je me divertis, j'essaie dit Werthegor, de me détourner du mal en regardant ailleurs. Je pense que voilà, ça pourrait être pas mal de faire un petit paragraphe sur le divertissement, avec la dimension pascalienne bien sûr de ce sujet. Je crois que pour l'instant, j'ai fait le tour des grandes thématiques que moi je compte aborder en classe avec mes étudiants. Après voilà, c'est pas exhaustif, moi je suis fin août là, d'accord, donc j'ai pas fini mon cours, j'en suis loin, donc rassurez-vous, chers étudiants, vous n'êtes pas à la bourre, puisque moi je suis à la bourre, mais on a déjà voilà, des idées de choses qui peuvent nous aider à argumenter et à aborder sous plusieurs angles cette question de la force de vivre. J'espère que ça vous aura aidé, ces éléments de thèmes, enfin voilà, comment moi je m'amuse à structurer mon cours, un cours plutôt thématique.
Soyez sereins. Je voudrais vous remercier parce que ça va être le dernier cours. Je n'alimente pas cette chaîne. Je sais que certains d'entre vous vont peut-être être déçus parce qu'ils me le demandent. D'abord, j'ai un boulot et je ne veux pas négliger ce travail. Je m'en suis expliquée dans un des messages que j'ai écrit sur cette chaîne. Le travail d'un prof de prépa, c'est un travail qui est extrêmement prenant si on veut le faire bien, et c'est ce que je veux faire. Donc, je ne vais pas me disperser. Si de temps en temps, vous voyez une vidéo apparaître, c'est que j'aurais eu envie de faire quelque chose. Mais franchement, n'attendez pas après ça. Si on reconfine, prions pour ça, il faut éviter à tout prix ça. Eh bien, peut-être que je serai amenée à reprendre cette méthode que j'ai initiée dans le cadre du confinement et voilà, j'ai improvisé des cours comme ça sur internet parce que je ne pouvais pas voir mes gamins et qu'ils me manquaient. Donc je sais que certains d'entre vous vont être un petit peu déçus. Je n'exclus pas peut-être de faire des mises au point sur des choses que j'ai bien aimées dans les programmes antérieurs par exemple, faire un petit cours sur des choses que j'ai travaillées, qui ne sont pas directement en lien d'ailleurs avec les thèmes de l'année, parce que je ne veux pas empiéter sur le travail de mes collègues. Ça c'est très important, j'ai fait des cours d'initiation, des cours d'intro. Maintenant le travail, vous allez le faire avec professeur en toute confiance. Mais ça a été un plaisir de dialoguer parfois sur internet avec vous, donc merci de vos messages de soutien. Ces cours s'adressent en particulier à mes élèves de PCSI 3 que je salue. Ça m'a complètement dépassée puisque j'ai eu beaucoup plus d'écoute que cette simple classe, mais après tout c'était un pari que je faisais puisque j'ai rendu ces vidéos publiques, j'aurais pu les laisser privées, je voulais aider. Bon, donc voilà pour cette aventure qui se clôt ici. Voilà, j'exclus pas peut-être de faire des choses, mais pas dans l'immédiat parce que je vais avoir beaucoup de travail avec mes étudiants. Donc, je sais pas, à bientôt ou pas. Voilà, c'était un plaisir. Au revoir.